Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke Est vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivrain directement au 438 501 6889 ou au bureau 514 640 1050. Avec Event Suivrain chez Christelle Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. Hey, certaines conditions s'appliquent. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. Voilà, 7h06, nos nouvelles apportées par intexto.ca sur le 102.3 FM. Nous sommes en direct sur Facebook, en direct sur notre site internet et en différé sur WhatsApp et YouTube. Alors, Ville Sanctuaire, on revient là-dessus. On le savait que, le rapport de l'association des avocats en droit d'immigration, des associations québécoises, évidemment. Le rapport qui a été commandité par la Ville de Montréal a été déposé. La Ville l'avait reçu, oui. Mais qu'est-ce qu'on fera de ce rapport-là? On avait écouté Maître Guillaume Clich-Riva, vous vous souvenez, à cette émission, qui nous parlait de ce que comportait ce rapport-là. Et Jean Etium, hier, tu as rencontré la mairesse de Montréal, non? Oui, justement. De Montréal, pardon, Valérie Plante. Elle n'est pas rendue là, Christine Black encore, mais on verra. Oui, on a eu la possibilité de faire une interview exclusive avec Madame Plante où on a abordé justement cet aspect-là, Jean-Numa Goudou. Ouais. D'abord, Madame Plante confirme la réception du rapport. Elle est au courant de ses recommandations. Mais sur la question, est-ce qu'on va ou non adopter ces mesures? Aucune précision n'a été donnée. Elle dit qu'on a reçu ça, c'est un sujet assez sensible. On va l'analyser, mais on n'a pas encore rendu là où il faudrait dire oui ou non, est-ce qu'on va faire ça? Écoutons Mme Valérie Plante. Écoutez, on le lit avec attention. On n'a pas pris de position à ce moment-ci parce que on travaille nous-mêmes à l'intérieur de la Ville de Montréal à développer une politique ou une stratégie au niveau de la ville sanctuaire. Évidemment, on va s'inspirer non seulement des bonnes pratiques, mais aussi on va regarder c'est sûr qu'on regarde ce qui a été le mémoire qui a été déposé. Mais à ce moment-ci, je peux pas vraiment aller plus loin parce que vous le savez, non seulement c'est un sujet qui est sensible, mais c'est aussi qu'il y a beaucoup d'impact dépendamment d'une décision plutôt qu'une autre. Alors, on veut s'assurer qu'au niveau légal, que tout se tient, qu'on est capable de le mettre en place. Hein? Voilà. Elle a été claire, on n'a pas encore pris de décision. C'est un sujet sensible qu'elle a dit elle-même. Ça, on l'a compris. D'un autre côté, Madame la mairesse a l'air d'être assez critique vis-à-vis de l'ancienne administration sur cette question-là.
En tout cas, c'était vraiment une occasion pour Mme Plante de critiquer l'annonce qui a été faite par M. Denis Coderre, oui, qui avait annoncé que Montréal était une ville sanctuaire. Ce qu'elle a dit, c'est qu'actuellement, quand on parle de ville sanctuaire, on parle de quoi concrètement? Il n'y a pas de cadre légal pour ça. Elle dit que là encore, c'est un sujet à prendre avec beaucoup de précautions. Oui, c'est sûr qu'elle a commandé un rapport, et c'est pour ça, et à des avocats, évidemment, qui essayent de proposer des cadres légaux à ça. Justement, la question principale, et j'avais bien insisté, pas une seule fois, c'est vrai que c'est l'ancienne administration qui avait pris ça. Et vous, où est-ce que vous vous êtes situé? Voilà ce qu'a répondu Mme Plante par rapport à tout ça. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. La raison pour laquelle nous, comme administration, on a décidé de parler de la ville sanctuaire, c'est que ça avait été lancé à travers un tweet par l'administration précédente, alors qu'aucune action concrète n'avait été faite. On n'avait même pas vérifié à quel point, jusqu'où on pouvait aller. Et pour moi, comme mairesse de Montréal, ce que je veux m'assurer, c'est que le jour où on dit qu'on est une ville sanctuaire, c'est qu'on est capable de dire ce que ça veut dire, ce que ça ne veut pas dire, quel est et quels sont les paramètres de notre champ d'action. Alors moi, vraiment, je suis dans cet esprit-là de donner l'heure juste, parce qu'il n'est pas question de donner un sentiment que pour des personnes déjà vulnérables, elles soient encore plus en situation de vulnérabilité parce qu'elles n'ont pas l'heure juste. Justement, comme vous l'avez dit, c'est l'administration précédente qui avait fait cette annonce. Et vous, actuellement, où est-ce que vous vous êtes situé par rapport à cette annonce de ville sanctuaire? Bien, écoutez, je pense que je viens de le dire, c'est vraiment, moi, après ma barre, l'idée de la ville sanctuaire, d'assurer une sécurité, d'assurer que les gens qui sont sur notre territoire soient, je pense que le mot sécurité est important, mais j'ai une approche complètement différente. Vous ne me verrez pas faire des déclarations sans avoir vérifié en amont ce que ça implique et les impacts de façon plus globale. Donc, voilà. Valérie Plante qui a bien précisé, c'est pas la même façon de travailler. Et, elle n'a pas compris qu'on avait pris des décisions comme ça, annoncer ça sans aucun cadre légal. Maintenant, quand on parle de ville sanctuaire, on se situe où? On dit quoi? Beaucoup d'interrogations. Vraiment, là, on nage dans le flou. Il y a un rapport produit par des avocats spécialisés dans ce domaine-là. Et Mme Plante dit, on est en train de lire ça, on n'a pas pris de décision, on ne sait pas où on va. Et elle critique le fait que Denis Coderre ait lancé cette idée-là dans un tweet. On en est où? Est-ce qu'il y aura quand même cette carte d'identité montréalaise ou non? Et ça, c'est l'une des recommandations. Et est-ce qu'on va appliquer le principe ne demandez pas, ne parlez pas? Et où est-ce qu'on va enclencher des mises en place pour enrayer la peur, comme demande l'Association québécoise des avocats en droit d'immigration dans ce rapport? Il va falloir attendre, c'est sûr. Qui est au niveau de la ville, oui, absolument. Donc, vous l'avez dit, on devrait aller rejoindre... Mais avant de le rejoindre, on va juste marquer une très très courte pause, on revient tout de suite. Oui, la pause, c'était pour vraiment faire le contact avec Hilner Kajusma. On vous avait dit en titre qu'on allait parler de la journée de la cuisine haïtienne. C'est aujourd'hui que ça va se passer à partir de 5 heures. Les papilles gustatives vont en avoir pour leur rhume ce soir. Et ça fait la 3e édition de la journée de la cuisine haïtienne. Et là, on a avec nous un des chefs cuisiniers qui sera là et qui est arrivé des États-Unis. C'est vraiment... il avait participé, il est sorti... C'est Alain Lemaire, je vous dis son nom déjà. Il est sorti 2e d'un concours organisé aux États-Unis où il y avait toutes sortes de chefs cuisiniers. Il est haïtien. Et bonjour, monsieur le maire. Bonjour, m'entendez-vous? Oui, je vous entends. Vous allez bien? Voilà, merci, bonjour. Ça va. Ça a l'air qu'il s'exprime toujours très bien en français. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, vous êtes là pour justement cuisiner pour les gens à l'occasion de la cuisine haïtienne. À quoi on va s'attendre ce soir? Bon, ce soir,
je viens de dire qu'il y aura différents établissements, des restaurants, des services traiteurs et des chefs individuels qui vont préparer des mets typiques haïtiens et pour le délice du public. Et de mon côté, je vais préparer des mets avec des ingrédients et des saveurs d'Haïti et mais de façon différente pour montrer la dimension de notre cuisine, à quel point on peut pousser la cuisine pour aller plus devant. OK, super. Mais qu'est-ce qui sera différent? Vous allez utiliser les mêmes épices, j'imagine? Allô? Est-ce qu'il est là? Apparemment, ça s'est coupé. Ah là là. Bon, on va essayer de rétablir le contact on a perdu le contact Ça avec... paraît? Oui. Ah, OK. Est-ce qu'il est là? OK. Ça, c'était un problème avec le téléphone. Ah bon, ça c'est Edner. Je vais le réappeler. Oui, c'est Edner Kajusma, l'organisateur de la journée de la cuisine haïtienne qui était en ligne aussi avec nous, mais on a perdu le contact avec le chef Alain Lemaire qui est arrivé des États-Unis, comme je vous avais dit, et qui commençait à nous parler de ce qu'il prévoit faire, offrir justement aux participants de la journée de la cuisine haïtienne qui a lieu, qui prend son envol à 5 heures. Aujourd'hui, ça sera au Centre Congrès Renaissance sur Henri Bourassa, pas loin de Montréal-Nord, juste à côté, hein, pas loin de la 25, en fait, sur Henri Bourassa. On va essayer peut-être de reconnecter avec Edner tout de suite. Oui. Est-ce que Edner est toujours là? Oui, je vais essayer de le rejoindre. Bon, Okay, on reviendra avec tout ça, Edner, parce que le chef Alain Lemaire commençait à nous parler justement de la particularité qu'il allait amener à la cuisine haïtienne pour le délice, évidemment, des Haïtiens ou des participants en général, parce que c'est une activité très courue par les Québécois et les autres communautés culturelles aussi, qui sont curieux de goûter, de manger haïtien, comme on dit ici. C'est comme ça, hein? Les Québécois disent là, j'ai envie de manger haïtien. Ça veut dire un griot, banane plantain, ricolé, piclés et tout le kit, là. Le tasso, nos poulets, tout et tout. Bon, vous allez avoir tout ça, là, cet après-midi. Vous gênez pas. Présentez-vous là-bas. Je crois qu'à la porte, j'imagine qu'il y a encore des billets disponibles. Edner pourrait nous dire ça. Ouais, il y en a quelques billets disponibles. OK. Mais on dit aux gens de présenter tôt pour qu'ils puissent participer à l'événement. OK. À la porte, ça va être combien? 40 $? Ouais, c'est 40 $, oui. Ouais, voilà. C'est toujours une trentaine d'exposants? Oui, il va en avoir plusieurs exposants, bon, des chefs à Montréal et puis il y en a des chefs aussi aux États-Unis. Oui, il y a 2 chefs qui viennent du restaurant agricole, le chef Toussaint. C'est ça, oui, le chef Harry Toussaint, Paul Harry Toussaint. Oui. Il va être là avec, il y a le chef Jovan Jean aussi, qui va être là aussi. Et puis, on attend tout le monde ce soir et puis ça va être vraiment une belle soirée. Voilà. Et puis, c'est ça. Voilà, Intexto sera là. Merci beaucoup, Edner. OK, parfait. Merci. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Voilà. Ben, réveillez-vous quand même, hein? Restez pas au lit. François, t'es réveillé? Oui, bonjour Jean-Numa, bonjour Jean-Tom, bonjour à tout le monde.
Ah ben bonjour. Le soleil est un petit peu timide ce matin, mais ça va finir par nous sauter dans la face. Hein? Mais oui, surtout que Indexo sera là et là où il y a les grands mangeurs. Ah ben c'est ça, il écoutait ça. Il a choisi d'écouter ça, mais pas Valérie Plante sur la ville sanctuelle. Il aime manger. J'écoutais Valérie Plante également et puis d'accord. Je tiens à dire que je suis d'accord en partie avec Valérie Plante, effectivement. Notre seule administration avait lancé cette idée-là, mais au fond, il n'y a pas eu de suivi parce que je vous avais dit ça. Ouais. Même si on avait lancé ça, l'agence de service de la police continuait à arrêter des personnes suspectées. Oui, mais aujourd'hui, on en est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça la question aujourd'hui. C'est pas. La partie où je ne suis pas d'accord avec Valérie Plante, c'est elle ne peut pas définir ce qu'elle veut faire. Ça, c'est un peu très, très compliqué parce que normalement, les autres villes américaines ont fait ça malgré la présence de Donald Trump. Ça veut dire que si des villes comme Chicago, et si elles ont pu prendre position en face de Donald Trump, ça c'est vraiment courageux. Ici, pratiquement, si Montréal fait ça, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Pratiquement rien. Mais de toute façon, comme je vous disais, l'agence de services frontaliers a les moyens de faire arrêter peut-être 80% des personnes dont elle a besoin. Alors c'est sûr que le 20% au moins, si ça peut être corrigé. Et puis en même temps, à Indexo, les nouvelles, on dit aussi aux gens que la solution de ne pas se présenter, ce n'est pas une solution, ce n'est pas correct. Et il faut, si vous avez un rendez-vous, il faut se présenter. Il faut collaborer. Oui, le site de la nature, tout ça, et c'est pas bon du tout. Et encore hier, j'étais à une audience avec l'agence de services frontaliers. S'il y a une chose sur laquelle on a insisté, parce qu'on a libéré la personne qui était détenue pour une question d'identité, le commissaire lui a dit, si vous ne collaborez pas, ça va être un bruit de conditions et à n'importe quel moment, on va vous faire arrêter. Ça veut dire que ça a été très clair. Lorsque la personne ne collabore pas, c'est un problème. C'est pas dans son intérêt, effectivement. Oui, exactement. Ok. Alors, ça veut dire qu'on espère, mais la façon dont on a parlé n'est pas trop convaincante. Et puis, on va voir. Alors, nous, on parle de service aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et j'aimerais enchaîner un peu avec ma question d'asile d'abord. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai entendu plusieurs personnes parler qui sont venus ici pour faire des demandes d'asile et qui vont utiliser les émeutes du 6-7 juillet comme prétexte. Alors, moi, je leur dis que comme on a eu en 2010 ce tremblement de terre, le tremblement de terre n'a pas été un motif de persécution. Les émeutes du 6-7 juillet ne sont pas non plus. Encore moins. Parce qu'il n'y a rien de comparable au tremblement de terre. Là. Ouais. Et même là, ce n'était pas la persécution, le tremblement de terre. Oui, c'est ça. Mais l'événement, cela s'est produit d'abord à Port-au-Prince. Moi, j'ai vu des gens de Port-de-Paix, des gens de Saint-Marc, des gens de Gonaïves, de Petit-Gouave me dire oui, il y a eu des émeutes dans le pays. Non seulement ça ne concernait pas ces villes, deuxièmement, c'est quelque chose de général. Alors, en quoi ces événements-là vous ont-ils touché et en quoi vous vous êtes persécuté à cause de ces événements-là? Alors, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ne se font pas conseiller parce qu'ils ont un ami leur dit, oh, vous venez d'Haïti, oh, tout le monde sait, le Canada sait qu'il y a eu des problèmes en Haïti. Oui, le Canada sait qu'il y a eu des problèmes, mais ce sont des problèmes généralisés. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas dire que, bon, en ce sens-là, moi, je suis persécuté à cause de ça. Alors, il faut vous dire qu'avant de penser à faire une demande d'asile, vous devez prendre des conseils parce que c'est
vraiment un choix difficile, c'est quelque chose très, très, très compliqué. Si vous ne comprenez pas, si vous ne faites pas le bon choix, mais si vous ne faites pas, par exemple, les choses correctement, vous allez perdre votre visa et vous allez échouer dans votre demande d'asile et vous allez quitter le pays. Alors, c'est pourquoi on ne peut pas prendre les choses à la légère. On dit souvent aux gens que des fois, les problèmes viennent dans les familles, au sein des amis. Ce sont les gens de la famille qui vous disent « Ah oui, moi je suis là depuis 30 ans, je connais les choses, je sais que c'est facile à faire. » Mais la personne vous dit « Non, mais ce n'est pas la peine d'aller voir quelqu'un. Vous pouvez aller sur Internet, tous les formulaires sont là. » Et maintenant, vous allez écrire des choses qui n'ont aucun sens et c'est pourquoi on va vous refuser. Alors, pour la question d'asile, je voulais commencer avec ça pour enchaîner. Ensuite, pour les gens qui viennent ici aussi avec le visa de visiteur, je vous dis que votre séjour maximal, c'est de 6 mois. 6 mois, oui. Après 6 mois, vous devez renouveler votre séjour. Et même si vous avez un visa de 3 mois, vous arrivez ici, votre séjour sera de 6 mois. Parce que dès que vous arrivez ici, oubliez le visa. Mais est-ce que pour renouveler le séjour, la personne doit retourner en Haïti ou la personne peut renouveler le séjour sur place ici? Sur place. Sur place. Elle fait le renouvellement sur place. Alors, ça veut dire que vous êtes de passage. Si ça vous tente de rester plus de temps, sachez que vous devez faire le renouvellement. Mais souvent, les gens me disent, et même si les gens ne font pas de renouvellement, qu'est-ce que ça va créer comme problème? Alors, ça vous êtes illégal. Vous êtes illégal, hein? Deuxièmement, si vous avez à renouveler votre visa, on va tenir compte que vous êtes resté au-delà de la période autorisée. C'est ça. Et que vous avez violé la loi sur l'immigration. Ouais. Oui. Troisièmement, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive quelquefois. Si, par exemple, vous êtes dans un appartement, on appelle la police et la police décide de vérifier les documents de tous les gens qui sont dans l'immeuble, pas l'appartement. Ça arrive quelquefois. On appelle la police pour un cas dans un appartement X et pendant que la police monte dans l'escalier et elle voit et dit écoutez, amenez-moi vos papiers. Et si vous n'avez pas de statut, on va appeler immédiatement l'agent de service hospitalier pour venir vous chercher. Alors là, même si... la police fait ça ici, des fois, François? Il me semble... moi, j'ai souvent entendu parler de ça pour la France, mais ici, la police fait ça. Je ne dis pas que la police fouille des gens dans les rues. Je dis que si la police entre dans un immeuble, le policier peut demander aux gens qui sont dans l'immeuble de montrer ses papiers. Oui. Lors d'une intervention comme ça, là. Oui, même si ce n'est pas pour la personne qu'on est venu. Ça veut dire que dernièrement, j'ai eu un cas comme ça. C'était un monsieur de 75 ans. Et lui, il est venu, ça fait 2 ans qu'il est sur place. On n'a jamais fait de renouvellement pour lui. Et puis, malheureusement, on a appelé la police pour une question de violence conjugale dans un autre appartement. Et lui, il était devant la porte. Et au hasard, la police lui a dit, monsieur, est-ce que vous avez votre statut? Allez nous montrer votre passeport. Et lui, il est allé chercher le passeport. Ça fait 2 ans qu'il était ici et il n'avait pas de statut. Alors la police, imaginez, 74 ans, la police a appelé l'immigration qui est venue le chercher et qui l'a amené à Saint-François. Quoi? 74 ans? Mais ça veut dire que ça n'a rien à voir avec l'âge, tout ça. Parce qu'il n'a pas respecté, il n'a pas fait ça. Alors, bon, c'est sûr qu'après, les parents ont plaidé qu'on ne savait pas, des choses comme ça. Mais c'est pour dire que lorsque vous ne renouvelez pas, ça peut créer des problèmes. Ça n'arrive pas souvent, mais ce sont des cas qui c'est possible. Et puis, on espère que Valérie Plante va prendre sa décision très bientôt pour empêcher ces choses-là. Ouais, le hasard pourrait vous porter malheur. Ouais. Exactement. Ensuite, pour les cas de permis d'études, puisque là, dans quelques jours, ça va être la rentrée scolaire. Alors, il y en a qui commencent à arriver, et puis d'autres se préparent aussi. Il y a des programmes professionnels qui sont faits à l'année longue. Alors, s'il y a des gens qui veulent venir, parce que ceux qui
intéressent, mais ceux qui préoccupent la communauté, ou bien les gens de la communauté, ou bien de plusieurs communautés, c'est qu'on commence à prendre un âge, à être plus âgé, et on n'a pas les mêmes moyens pour envoyer de l'argent, par exemple, en Haïti. Alors, peut-être tous les parents se disent, comment peut-on choisir quelqu'un qui pourrait prendre la relève? OK. Alors, ça veut dire qu'à travers le programme de permis d'études, ça va permettre à la personne de faire venir quelqu'un, mais il faut choisir quelqu'un qui est vraiment motivé. Parce que si vous choisissez là un fainéant qui vient ici et qui n'étudie pas, là encore, c'est un problème. Alors, quand vous êtes dans cette situation-là, vous voulez faire des choix pour que la personne puisse, par exemple, venir ici, étudier. Après, ça me fait commencer à travailler, prendre la relève, parce que vous n'aurez pas toujours les mêmes forces, les mêmes énergies pour continuer à envoyer de l'argent. Et la situation devient de plus en plus difficile ici ou dans d'autres pays. Alors, ça veut dire que souvent, le projet d'étudier est une alternative viable, assez intéressante pour ces personnes-là. Et puis, on vous dit de faire appel à nous, on va vous aider avec ça. Voilà. Et puis, pour le cas de travailleurs qualifiés, ça veut dire que là encore, les formulaires ne sont pas encore disponibles, mais les gens peuvent se préparer. Parce qu'il y a un logiciel, ou bien, je ne sais pas comment je dirais ça, parce que maintenant c'est AIMA, ça s'appelle AIMA, c'est comme si c'est la plateforme qu'on va utiliser pour faire les demandes. On a remplacé mon projet Québec, alors c'est sur cette plateforme-là. Comment on dit ça? C'est le site? C'est une plateforme, comme tu l'as dit, qui gère, c'est avec toute une base de données connectée dessus, puisque les gens peuvent entrer les données et ça va être généré. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, je voulais m'assurer du mot, oui. Alors, c'est une plateforme en ligne, oui. C'est ça. Jusqu'à présent, on n'a pas encore commencé, mais les gens. Mais est-ce qu'on a l'adresse de cette plateforme? C'est quoi où est-ce qu'on peut trouver la plateforme? Je ne l'ai pas ça, mais si on va sur le site Immigration Québec, on va dans Travailleurs permanents, alors on va voir et il y a un lien qui va vous envoyer sur la plateforme. OK. Le formulaire de déclaration d'intérêt n'est toujours pas disponible, hein? Non, c'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas encore envoyer de demande. Mais cependant, les gens doivent savoir également, parce que souvent ils me le disent, ah oui, on attend, et puis on va juste soumettre nos noms, prénoms, adresse. Non. Ça veut dire qu'on a besoin du test de français. Ouais. On a besoin, on doit vérifier si son domaine fait partie de la liste. Par exemple, je prends quelqu'un qui est en Haïti qui a fait le droit. Alors, par exemple, si vous faites le droit, si vous appliquez, vous n'allez pas être dans la liste des personnes qu'on va appeler avant. Mais quelles sont les personnes qu'on va appeler avant? Les gens qui sont les gens qui ont des diplômes en demande, les diplômes pour lesquels on donne des points. Par exemple, de la question juridique, il y a seulement la criminologie. Si quelqu'un est spécialisé en criminologie, à ce moment-là, lui peut appliquer, on va l'appeler plus vite que quelqu'un d'autre. Je ne vois pas, pour l'agronomie, il n'y a pas de programme d'agronomie. D'ailleurs, c'est inconnu du marché canadien. Quelqu'un qui a un diplôme en santé, par exemple, infirmière. Oui, infirmière, oui, c'est en demande. Et ensuite, on a, par exemple, pour la comptabilité, l'administration. Ça veut dire que c'est des domaines qui sont en demande, le génie civil. Alors, ça veut dire que, et surtout les domaines professionnels comme plomberie, électricité, faire blanterie, oui. Ensuite, des domaines qui, effectivement, qui sont un peu, je ne sais pas, trop connus, par exemple, en Haïti. Vous avez aménagement paysager. En Haïti, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à l'agronomie, mais c'est sûr que l'agronomie, c'est plus vaste. Mais ça veut dire que les gens doivent vérifier les domaines de formation, parce que si vous appliquez alors que votre domaine ne fait pas partie de la liste, ou bien est de la liste, mais n'a pas de points, alors on va prioriser les gens qui ont des domaines qui donnent des points. C'est logique. Okay?
On va prioriser également ceux qui ont de l'expérience professionnelle et on va prioriser ceux qui ont un bon niveau en français. Voilà. Est-ce qu'il y a autre service ou c'était tout pour aujourd'hui? Bon, juste pour le parrainage, c'est terminé. Pour le parrainage, les gens qui veulent se rendre à l'étranger pour se marier. Alors, il y a un fait qu'on constate souvent. Les gens ne prennent pas et ne font pas attention. Ils vont, par exemple, se marier au premier voyage. Ça veut dire que ça fait peut-être 5 ans, 6 ans qu'ils sont en relation, qu'ils se parlent au téléphone, qu'ils se parlent sur WhatsApp, mais ils n'ont jamais été sur place. Et puis, brusquement, ils décident d'y aller et ils se marient à cette occasion-là. Ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que si vous n'avez pas vu quelqu'un depuis 5 ans, vous ne savez pas s'il est handicapé, vous ne savez pas s'il est malade, vous ne savez pas comment, même si la personne vous parle au téléphone, ça ne suffit pas pour démontrer la crédibilité de votre relation. Alors, on dit toujours aux gens, si vous devez vous rendre à l'étranger pour vous marier, assurez-vous au moins d'avoir vu la personne un an avant ou bien quelques mois avant, parce que là, les agents d'immigration sont très pointilleux. Ils vont penser que vous n'avez pas fait attention, que c'est une relation de convenance. Ok. Mais comment vous prouvez ça? Vous prenez des photos de vos trucs? Non, quand vous y allez la première fois et que vous vous mariez la première fois à la même occasion, ça c'est pas bon. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas pris le temps de connaître la personne. De connaître la personne et puis de vous assurer que c'est la bonne personne pour vous. Oui, et maintenant on sait qu'avec les photos qui circulent sur le net, sur les médias sociaux, on peut avoir quelqu'un qui vous dit qui ressemble à Angelina Jolie, et quand vous y arrivez, vous voyez c'est quand même Christophe, c'est pas, c'est des bonnes filles là. Ouais. Et puis c'est pas prendre des photos de vos ébats pendant votre premier voyage, c'est surtout montrer que votre passeport est étampé, que vous êtes vraiment allé dans ce pays-là à telle date, c'est pas, il faut... Bon, bref, le temps nous court après, François, merci beaucoup. Oui, c'est ça, je donne l'adresse, 5365 Jetalon S, numéro 205, en Haïti, c'est à Lali, ils sont en grève. Le téléphone 438-876-9398, 438-876-9398. Alors, vous pouvez appeler pour avoir le numéro d'Haïti. Merci. Voilà, merci beaucoup François. Bonne journée, bon week-end. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. Hey, certaines conditions s'appliquent. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié.
qualité. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, 7 heures combien là déjà, Jean-Étienne? On a défoncé, on a sauté le plafond là. 39 minutes. Oh là là. Bon, et on y va tout droit avec les nouvelles d'Haïti. Les Manigas se retirent au sein du RDNP après 40 ans. Ils ne se retirent pas, ils donnent un peu de place aux autres. Disons ça comme ça, disons ça mieux. Et Mirland Maniga, c'est qui devient le chef du RDNP aujourd'hui? C'est Éric Jean-Baptiste, ancien candidat à la présidence, qui avait monté sa propre formation politique, MAS, qu'on appelait ça. Et aujourd'hui, qui devient, on ne le voyait pas venir, moi je ne le voyais pas venir au sein du RDNP parce qu'il avait sa propre formation politique. Donc, sa formation politique qui s'appelle MAS n'existe plus et il est devenu le chef du RDNP. Nous allons écouter dans un premier temps Mirland Maniga qui explique pourquoi et comment. De sorte que ce n'est pas un parachutage. Et de toute façon, il faut me souligner pour nous, opération qui passait jeudi, sont opérations totalement démocratiques. Il y a 84% de délégués qui votaient pour Éric Jean-Baptiste. D'accord? Autrement dit, ce n'est pas capable de parachutage. Ils font un score extraordinaire depuis que la fait campagne, parce que c'est ça qui passait dans la convention. Ça. Pour la première fois, depuis la fait convention, que nous gagnons élection, non seulement du secrétaire général, mais de tous les membres du comité exécutif national entier. Et ces résultats, il y a 10 secrétaires généraux adjoints, 2 conseillers, plus secrétaire général là, et moi-même, président d'honneur, membre du comité exécutif national entier. Donc voilà, elle ne sera pas loin, Jean-Étienne, tu avais raison. Elle ne se retire pas. Elle fait un petit peu plus de place à Éric Jean-Baptiste qui promet d'amener le RDNP au pouvoir en commençant par la base, en commençant de la plus petite entité comme CASEC, maire, député, sénateur, jusqu'à la présidence. Et évidemment, Éric Jean-Baptiste est candidat à la présidence. Nous comptons et c'est une lourde responsabilité que le bras lié pour nous. Parce que pas oublier que RDNP c'est un parti politique qui traverse le temps dans le pays. Très bientôt, le RDNP va fêter 40 ans. Et nous connaissons qui sa professeur Leslie Saint-Roch, François Maniga représenté. C'est une sommité. Et tout pays sous la terre, c'est presque chaque 100 ans que vous produit une qualité monde comme ça. C'est une lourde responsabilité que nous gagnons. Nous allons lever avec un pile fierté. Nous allons travailler avec chaque grain de membre RDNP. Pas oublier que l'objectif premier, chaque grain parti politique, c'est la prise du pouvoir. Ça fait longtemps depuis que RDNP pas représenté à tout échelon. Désormais, bagarre a changé, c'est dans la base que nous avons sorti pour nous monter en haut. C'est la marche vers le pouvoir que nous lançons jeudi à là. Marche vers le pouvoir. Oui. C'est... comment dire? C'est... Bon, on verra peut-être si on a du temps pour les commentaires. Mais en attendant, on va se rendre en République dominicaine. Oui, en République dominicaine où il y a un délai assez serré, le 26 août prochain, pour les Haïtiens sans papier de faire une demande de régularisation de leur statut. Mais pour faire ça, il faut qu'ils obtiennent des papiers haïtiens. Et ce que le gouvernement haïtien peine toujours à fournir à ses ressortissants en République dominicaine. Et... comme si ce n'était pas assez, on
n'a pas de gouvernement, on n'a pas de premier ministre qui pourrait prendre d'autres décisions. Et il y a plusieurs organismes de défense des droits des Haïtiens en République dominicaine, comme la GAR, qui ont rencontré la presse hier pour justement, et du côté dominicain et du côté haïtien, les appeler à trouver une façon de prolonger le délai parce que les Haïtiens ne sont pas prêts. Écoutons Michelin et Xavier. Et de plaidoyer du gars. Venir avec une phase inquiétante côté carré possibilité pour gagner de vagues rapatriement après 26 août, n'est pas bon pour le pays. Dans ce sens ça, c'est CHD convaincu que premier bagage qui pour faire rapide là, c'est à réanalyser 26 août là, autorité dominicaine réanalyser 26 août là par rapport avec le gouvernement des missionnaires là et tout pour gouvernement profiter, garder qui ça qui a fait avec migrants. Par ailleurs, Madame Saint-Ville dénonce ce qu'elle appelle l'incapacité et surtout le manque de soucis de l'État haïtien s'agissant d'offrir à nos compatriotes des documents d'identité en dépit des promesses faites par Jovenel Moïse lors de sa campagne électorale. En plus de monde qui inscrit dans PNR, qui ont 4 non-résidents dans le concernés par déportation, et tout l'autre monde qui pas inscrit dans le programme. Entre ça, il dit, promesse qui fait, président Jovenel Moïse, avant l'investiture, il est allé en République dominicaine. Premier ça dit, question de documentation, pas un problème pour les migrants haïtiens. C'était une promesse qui fait tout migrant content pour dire oui, vive président Jovenel Moïse. En déclaration, ça, avec ça qui fait, il y a une grosse distance malheureusement. Voilà. C'est pas seulement dans ce domaine-là qu'on n'arrête pas de dire à Jovenel Moïse, écoutez ce que vous avez dit, vous ne le faites pas et ça fait 18 mois. Ouh là là, c'est pas facile ça. Et par un qui continue à faire des rencontres. Et écoute, ça finit plus là. Ça finit comme plus. Jovenel. Oui. Tu te rends compte, Jean-Étienne, Jovenel Moïse a mis quoi, 3 semaines, près d'1 mois à faire des rencontres. Pourquoi ils ne se sont pas arrangés pour faire une seule série de rencontres? Absolument. Jovenel Moïse a fait sa série de rencontres pendant près d'1 mois. Lui, il a 2 semaines, bientôt 3 semaines, là, depuis qu'il fait les mêmes rencontres, rencontrer les mêmes partis politiques. Et hier, c'était la fusion. Et voici ce que dit Rosemont Pradel. Non, on ne va pas parler de ça. On va parler de ça. Pour nous, ce n'est pas la participation de fusion qui importe. C'est qui bonne bras la pays. C'est son échec, c'est-à-dire son lot échec. Est-ce que fusion passé l'ordre a eu lieu dans le cadre de votre déclaration politique générale Premier ministre nommé? Nous discutons avec Elio. Nous avons discuté avec Elio d'abord pour nous comprendre une vue. Deuxièmement, nous avons expliqué, on fait une analyse de conjoncture et puis dégager des visions, etc. Et les SAC a dit, bon, nous pensons, nous sommes capables de voter tel genre. Donc c'est comme ça nous procéder. Voilà, Rosemont Pradel qui dit la participation au gouvernement, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est la refonte totale du système politique haïtien, c'est ça qui nous intéresse au sein de la fusion. L'OPL Leblanc de son côté? Oui, de l'OPL qui a rencontré Jean-Henri Séan aussi, qui est intéressé à participer au gouvernement, mais avec beaucoup de conditions. Écoutons Edgar Leblanc. Il faut corriger la phase ça, la discussion qu'il y a avec lui. Eh bien, c'est ça qui a fait effectivement pour que, par exemple, cette solution qui prend pour monter au conseil électoral permanent. Et personnellement, nous croyons que dans l'OPL, que cette 8 juillet, c'est une opportunité que nous avons saisie pour mettre en place une institution importante qui prévoit la Constitution et qui depuis 32 ans, par exemple, arrivé fait, c'est le Conseil constitutionnel là. Pour que les gains des problèmes entre les institutions dans l'État et des fois en dedans ou même institutions, et puis il y a une instance qui intervenu en dernier recours. C'est des indicateurs qui nous permettent nous d'avoir dans quelle direction que le nouveau gouvernement qui va monter en place, que nous sommes capables donc appuyer, courir ensemble avec lui, ou bien si nous ne sommes pas capables. Donc nous-mêmes, Conseil électoral permanent, Conseil constitutionnel, ces 2 points ça nous mettez accent sur eux pour nous. Et formation, participation, non. Participation dans le gouvernement, ok? L'aide de participation, c'est de comment le former, ce qui va se former, parce que pour nous-mêmes, c'est pas une question de prendre poste, prendre place, c'est participer dans une équipe qui a une responsabilité forte dans le quotidien, fait payer en sortie dans la période de transition. Voilà, les conditions. Edgar Leblanc, oui. Encore, Jean-Henri Séan, a rencontré la Fédération des maires. C'est le président Jules-Édouard Pierre, maire de Carrefour, qui l'a rencontré et qui pose, qui est arrivé avec un cahier de revendications, de doléances et de demandes également, comme la création d'un ministère des collectivités locales, la création d'une police municipale et patati et patata. La création d'un ministère qui sera nommé ministère des collectivités territoriales et du développement local. Nous parlons avec tout de questions élections parce que le président
président Bali comme responsabilité immédiate pour organiser l'élection de manière sereine l'année prochaine. Donc, nous exprimons réserve nous par rapport à ça qu'a dit sous mandat élu locaux. Nous dit que nous-mêmes nous pas en transition, il faut que l'élection faite, mais il faut respecter mandat maire qui est entré en juillet 2016, mai 2016, qui devait quitter le pouvoir en mai et juillet 2020. Troisième point, nous discuter ces questions communales pour d'entrée de jeu, mairie jeune cop, pour faire projet. Nous demander que dans le budget d'État, désormais, pour qu'il y ait des fonds clairement qui disent collectivité, il y a un montant qui est disponible pour collectivité. Nous parlons avec lui de rapport mairie avec DGI. Et loi sur finances locales, quasiment antérieure à la stabilisation 87, mais il n'y a pas un pile marge de manœuvre au niveau opérationnel pour être capable de recouvrir l'action. L'autre propos de parler, c'est question de la police communale. Nous parlons de justice tout. Parce que je dis, qui rapport au magistrat gagne à un commissaire de police avec un juge de peine de commune? Donc, il faut le dire clairement. Voilà, Jules-Édouard Pierre, maire de Carrefour, président de la Fédération des maires. Et au final, apparemment, M. Seyan aurait un porte-parole maintenant. Oui, parce qu'il multiplie des rencontres et c'est pas lui qui parle après chaque rencontre, c'est surtout ses interlocuteurs qui publicient ça, qui font savoir ça dans les médias, sinon on les saurait pas. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'on entend quelqu'un parler au nom de Jean-Henri Seyan. C'est Camille Leblanc, ancien ministre de la Justice, sous René Préval, et qui, aujourd'hui, est le porte-parole du Premier ministre nommé, ça en a tout l'air. Il dit que il ne dort pas la nuit, c'est à 3 heures du matin qu'il s'en va se coucher. On n'a pas besoin de savoir ça. Et comme si c'était pas assez, ils disent que c'est pas fini, cette série de rencontres va se poursuivre le temps que ça prendra. Pour l'instant, au Coco fini, donc le travail a continué en pile travail et parfois monsieur dormi 3 à 4 heures du matin parce que bon, il a prétendu ça de lui-même. Depuis qu'il était fini d'accord mettre au service pays, ça veut dire que pas aucun sacrifice qui va faire. Est-ce que PM nommé a un délai, il prévoit fini avec ces riches qui t'a parlé ça? Bon, parce que l'urgence situation. Pas qu'à bailler peut-être au délai puisque si ton marché pressé préfère que on aille plus doucement, mais on sûr que on baille occasion à tout le monde pour l'exprimer plutôt que ou baille tête on délai tellement impossible et obligé de sacrifier au patin des monde parce que pas bien temps, etc. Je crois que lui fait ça, même si il fait un pile réunion, pas dormir, etc. Il fait lui pour le travail tout le monde, pour le travail cette opportunité de tout le monde. Je crois que lui avance en pile et je crois que très bientôt il est capable publiquement annoncer nos points la côté lié. Et dans la phase, une fois que le film traité matière brute, et dans la phase qu'il est, parce que aussi, il faut le traiter ça avec le Parlement, et qu'il est devant le Parlement, parce que le Parlement aussi, il y a un travail par eux pour faire, il y a des exigences qu'ils ont fait, il faut au dossier tout minutieux, donc mon travail pour qu'il fait dans la préparation du dossier tout minutieux, ça veut dire que le Parlement a bon temps pour traiter des questions ça. Donc, je pense que Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août. Hey, certaines conditions s'appliquent. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix. Ça marche. Voilà, 7h combien là? 7h53.
il nous reste 4 minutes de commentaires des nouvelles d'Haïti. Et là, on va utiliser ça pour parler de RDNP, Jean Etiom. Le RDNP qui, après 40 ans de règne des Maniga, et après le décès de Leslie François Saint-Roch Maniga, justement, sa femme dirigeait le parti. Et aujourd'hui, sa femme fait plus de place à quelqu'un d'autre. Et c'est pas n'importe qui, c'est un richissime homme d'affaires qui avait son propre parti, qui était candidat à la présidence, qui, il n'y a pas longtemps déjà, dit qu'il n'était pas intéressé au poste de Premier ministre, mais qu'il visait plus haut. Mais on ne voyait pas venir sa stratégie de passer par un parti politique vieux de 40 ans et qui a déjà fait son nom, qui a déjà été au pouvoir, même si c'était pendant 4 mois avec Leslie François Maniga, et qui vient de définir une stratégie. Alors, ce qu'a expliqué Mirland Maniga, c'est que Jean Etiom Éric Jean-Baptiste n'a pas été parachuté. Selon elle, le RDNP avait des contacts assez serrés avec M. Jean-Baptiste et participait assez souvent à des événements qu'il organise, des œuvres de bienfaisance qu'il fait dans la région de Carrefour, notamment au sud de Port-au-Prince. Et voilà pourquoi, selon elle, Éric Jean-Baptiste avait ses entrées au RDNP. Est-ce que tu savais ça? Non, absolument pas. Et là, je ne dirais pas c'est assez bizarre, mais ça pose le problème même de ce qu'on appelle les valeurs et même la conviction même politique des gens. Parce que je n'ai pas compris pourquoi, si tu avais toute cette collaboration avec RDNP, et pour aller aux élections, il aurait fallu que tu ailles faire ton propre parti politique. Et puis tout le monde le savait. Et d'un côté, tu as des valeurs que tu dis, dans masse, on supporte 1, 2, 3, on a la conviction que... Sa conviction, c'est centre... Lui, sa ligne, c'est centre-gauche. Oui, mais voilà, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Quand tu as un parti politique comme le RDNP qui est là depuis quand même 40 ans, si tu te retrouves comme ça, pourquoi aller faire un autre parti politique pour aller aux élections si ce n'est pas une question de... probablement parce que ce n'était pas encore mûr, hein, son entrée ou sa place, on n'avait pas encore défini. Peut-être que Mirland Maniga n'était pas prêt à l'époque à céder sa place. Si tu te retrouves dans un parti politique, pourquoi ne pas faire tout ce qu'il fallait si les valeurs sont mêmes, pour trouver la formule. Comme il y avait les élections, écoute, pour y aller, on va faire un parti politique, après on va se retrouver. La deuxième chose que j'aimerais faire remarquer, c'est quelque part, il y a une certaine hypocrisie dans la façon de faire pas mal de politiciens en Haïti, dans le sens où, quand tu me parles de démocratie, par exemple, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas la démocratie au niveau du RDNP. Peut-être qu'ils ont mis des balises pour garder le parti légalement sur leur autorité pendant tous ces 40 ans. Je ne sais pas, je n'ai pas la charte du parti. Sauf que quand tu me dis que tu vas prendre le pouvoir et parler de démocratie dans ton parti politique depuis 40 ans, personne d'autre, pour une raison légale ou autre, n'a jamais pu accéder au leadership de ce parti. Je pense qu'il y a un problème. C'est pas seulement au sein du RDNP. Il n'y a pas de démocratie au sein des partis politiques. Voilà, c'est ce que j'appelle l'hypocrisie. Et parce que ce que vous allez faire au pouvoir quand vous allez gagner au pouvoir, ça devait être juste le reflet des pratiques quotidiennes que vous avez dans vos partis politiques. Là, maintenant, vous avez des partis politiques, que ce soit la Valace et autres, qui ont des pratiques qui n'ont rien à voir avec la démocratie classique. Mais on prêche quand même la démocratie. On s'attend à avoir le pouvoir pour aller faire de la démocratie. Qu'est-ce que tu veux? Ils sont chefs de ces partis-là à vie. Ils s'en vont en élection, ils ont perdu. Mais ils continuent à être chefs du parti. Ils ne renouvellent pas, ils ne s'essayent pas avec quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est quand même une bonne chose qu'a fait RDNP aujourd'hui. Au final.